Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Sensibiliser pour briser l'omerta autour de la circulation des armes à feu. Face à l'augmentation des homicides et des vols à main armée, la préfecture fait appel au comportement citoyen de la population. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, nous reviendrons sur la personnalité de Frédéric Roselmack. Les témoignages du jour révèlent des zones d'ombre chez l'ancien professeur d'espagnol. Un collègue pointe notamment des comportements inappropriés avec ses élèves. Le compte-rendu d'audience dans quelques minutes. Et puis nous irons à Saint-Pierre où un viaduc démontable est en cours de construction au-dessus de la rivière des Pères. L'édifice devrait être livré au mois de mars et devrait répondre temporairement aux problématiques de submersion de la portion de route. 25 homicides par arme à feu depuis le début de l'année, une augmentation sensible du nombre de vols à main armée. L'insécurité en Martinique inquiète. Face à cette situation, la préfecture, en partenariat avec le parquet, la gendarmerie et la police, lance une campagne de sensibilisation contre la circulation des armes. Spots télévisés et affiches 4x3 seront visibles dès ce vendredi. Les explications de Louis Sabas. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi dans un quartier résidentiel. Selon les premiers éléments de l'enquête, le trafic d'armes est une menace pour nous tous. Ces armes volent des vies, brisent des familles, détruisent notre avenir. Refusons d'être complices par notre silence. Parler maintenant, c'est sauver demain. Ce spot télévisé, comme 3 autres affiches de sensibilisation, les armes choisies par la préfecture dans sa bataille contre la prolifération, la recrudescence des homicides et les vols par arme à feu. Une campagne de sensibilisation qui débute le 17 octobre prochain. Le message se veut clair, il faut briser l'omerta autour des possesseurs d'armes à feu. Un véritable appel citoyen est lancé par le préfet de Martinique. On a besoin aussi de l'aide de chacun. Quand vous avez une information sur une arme acquise illégalement, il faut pouvoir transmettre cette information à la police et la gendarmerie. Il faut aussi savoir briser ce silence, briser cette crainte. Les forces de police et de gendarmerie sont là à vos côtés. Ils ne sont pas là pour vous mettre en difficulté. Ils sont là pour aussi agir avec discrétion. Mais nous avons besoin de renseignements pour pouvoir lutter contre cette circulation d'armes. Cette circulation d'armes, c'est une menace existentielle pour la Martinique. Selon les autorités, 25 homicides par arme à feu sont à déplorer depuis le début de l'année. Perpétrés la plupart du temps avec des armes récentes en provenance des États-Unis ou d'Amérique du Sud et du Brésil notamment. Un constat alarmant pour lequel les forces de l'ordre sont mobilisées. De nombreuses armes sont saisies depuis le début de l'année. Pour la police, c'est 129 armes saisies contre 75 à la même époque l'année dernière. Donc c'est pratiquement le double des armes saisies par rapport à l'année dernière. Et ces armes sont saisies majoritairement sur la voie publique. C'est-à-dire que sur les 129 armes, moins de la moitié ont été saisies en perquisition. Tout le reste, c'est sur la voie publique, sur les contrôles routiers, les contrôles de voie publique que nous faisons. Côté gendarmerie, côté police, des groupes dédiés à ces filières. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc l'idée, c'est de démanteler les filières d'approvisionnement des armes, ensuite de revente des armes. On se rend compte qu'il y a vraiment trop d'armes en circulation aujourd'hui. Avec plus d'1 millier de munitions et 95 armes à feu saisies en zone gendarmerie cette année contre 74 en 2024, ce sont plus de 200 armes au total qui sont d'ores et déjà hors de circulation. La politique du parquet se veut durcissante à l'encontre des contrevenants avec des peines d'emprisonnement presque systématiques. L'appel à la mobilisation contre la prolifération des armes à feu est lancé à travers les visuels et le spot de sensibilisation, une bataille pour laquelle une large coopération de la population est espérée par les autorités. Et une insécurité souvent liée au trafic de drogue. Justement, plus de 7 tonnes de produits stupéfiants ont été saisies par un bâtiment de la Marine nationale le 6 octobre dernier dans la zone Antilles. Le navire de pêche naviguant sans pavillon transportait 250 ballots de cocaïne, mais aussi une arme de poing et des munitions. Les 6 individus présents à bord ont été déférés au tribunal judiciaire de Fort-de-France. Justice, toujours, avec la 3e journée du procès en appel de Frédéric Roselmack, ce professeur d'espagnol accusé de viol sur mineur. 2 temps forts ont marqué l'audience du jour. Le témoignage d'un collègue évoquant un comportement inapproprié de l'enseignant avec ses élèves, puis la confirmation par un expert en informatique de la présence de contenu pédopornographique sur l'un des ordinateurs du prévenu, Ryan Anias.
Troisième jour du procès de Frédéric Roselmack, ancien professeur accusé de viol sur mineur. Ce matin, un témoin particulièrement attendu s'est exprimé, un ancien enseignant du collège de Gaudissart. À la barre, il a décrit un collègue au comportement qu'il jugeait trop proche de ses élèves. Des paroles lourdes qui viennent éclairer ou troubler un peu plus le portrait de l'accusé. Ce témoin l'a précisé, je cite, « La proximité, ça me dérange. C'était des jeunes filles, leurs pieds ne touchaient pas encore le sol quand elles sont arrivées au collège. Il y avait des regards de type drague selon moi et ça me gênait. » L'ancien professeur déclare devant les juges et jurés ce témoignage marquant au cœur d'un procès où chaque mot compte et où la personnalité de l'accusé est plus que jamais scrutée. C'était assez édifiant, là encore, de se rendre compte que il n'y a pas de doute quant au caractère inapproprié de la posture de monsieur et que les paroles, les déclarations des jeunes filles, en tout cas qui sont sur le banc de la partie civile, ont du sens. Des déclarations qui ont du sens aux yeux des avocats des parties civiles. Un expert informatique et consultant en cybersécurité s'exprime ensuite en visio. Celui-ci explique qu'une vidéo à caractère pornographique a été retrouvée dans une des machines du prévenu, ainsi que 2 autres à caractère pédopornographique. Frédéric Roselmack, lui, reste sur sa même ligne de conduite et sur la mise en place d'un complot contre lui. Bon, la thèse du complot, elle a pris de l'eau depuis déjà un certain temps. Monsieur Roselmack s'y accroche en nous disant qu'il ne s'y accroche pas. Un avis partagé également par une autre avocate de la partie civile. Il n'y a aucune justification et c'est surtout que ça ne tient pas la route matériellement, donc il faut bien abandonner cette thèse. Le complot ne tient pas, tout simplement. La matinée a aussi été marquée par le témoignage d'une ancienne collégienne de l'établissement où exerçait Frédéric Roselmack. Elle indique justement que des propos particuliers, voire bizarres, lui avaient été adressés. Elle rajoute aussi que des remarques sur son physique lui étaient faites quand elle allait au tableau. Des éléments qui viennent alourdir les charges contre l'ancien professeur, même si du côté de la partie civile, on s'attend au même discours tenu depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui est enfermé dans sa position de défense depuis 10 ans maintenant. Et d'ailleurs, l'expert psychologue l'a dit ce matin, c'est soit il est effectivement innocent, soit, et je pense plutôt pour cette position, il est dans la culpabilité ou la honte et il ne pourra absolument pas reconnaître quoi que ce soit. L'audience reprendra donc demain au tribunal judiciaire de Fort-de-France. Les plaidoiries des avocats des 2 parties ainsi que les réquisitions de l'avocate générale sont attendues, avec également les délibérations des juges et des jurés. Et à quelques mètres de ce procès, le tribunal judiciaire de Fort-de-France met à l'honneur la semaine de la médiation. Objectif, faire connaître ce mode de résolution des conflits plus rapide et souvent plus apaisé que la voie judiciaire classique. Depuis 2 ans, le dispositif séduit de plus en plus de Martiniquais. Ryan Anéas a rencontré plusieurs acteurs mobilisés cette semaine dans la salle des pas perdus. Leur réaction. Les gens, en fait, entendent médiation, mais on entend médiation à tout va. Pour eux, déjà, les médiateurs, c'est qui ? C'est les personnes dans la rue, les médiateurs sociaux. Donc c'est pour ça que c'est important cette intervention du tribunal est vraiment top, parce que c'est ouvert à tous et chacun va pouvoir savoir l'intérêt pour eux de la médiation et qu'est-ce que c'est que la médiation, parce que c'est la promotion de tous les modes amiables, c'est pas que la médiation. La médiation familiale, il y a des fois des conflits entre les parents et l'enfant, pour tout ce qui est autorité parentale. Il peut y avoir aussi des conflits entre parents et grands-parents lorsque les grands-parents ne voient pas leurs petits-enfants. Il peut y avoir aussi, et ça c'est je dirais le futur, et encore le présent et le futur malheureusement en Martinique, de médiation successorale. Parce que la médiation successorale, c'est de la médiation familiale. La plupart de ceux que nous avons rencontrés sont venus d'emblée exposer des difficultés, des problématiques qu'ils ont avec leurs voisins, avec leur famille. Et nous leur avons proposé tout à fait naturellement de venir à la Chambre pour rencontrer des médiateurs, pour qu'on puisse leur expliquer le processus, le dérouler, de telle sorte qu'ils puissent choisir et décider de venir en médiation ou pas. Et l'objectif de cette journée, c'était à la fois de travailler avec les acteurs professionnels, s'il y avait une conférence de 1 heure, où je suis intervenu, mais peu importe, et surtout là des stands ouverts à tous les publics pour les informer sur ce que c'est que la conciliation, la médiation, et ce qui est offert ici en Martinique. Et en Martinique, il y a une richesse extraordinaire. Il y a vraiment des professionnels, médiateurs, conciliateurs, mais également avocats, notaires, etc., qui sont vraiment formés et compétents et qui peuvent être sollicités directement.
À la une aussi de l'actualité, les travaux ont débuté à Saint-Pierre au niveau de la rivière des Pères. D'ici le mois de mars, un viaduc démontable surplombera le site, régulièrement sujet aux submersions. Serge Letchimy s'est rendu sur place ce matin, Dorian Cayuela y était. Une construction éphémère, mais qui répond aux attentes immédiates des riverains. Ici, un viaduc démontable devrait voir le jour d'ici mars 2026. Cette initiative, portée par un mouvement citoyen, monté au créneau pour lutter contre les crues causées par la rivière. Je suis ici parce que c'est le mouvement citoyen de Saint-Pierre qui est à l'origine de cette action qu'on a montée pour construire ce pont provisoire. Parce qu'à l'origine, certaines personnes n'étaient pas d'accord. Et nous, en juillet 2021, on a adressé un courrier à l'exécutif qui nous a reçus début du mois d'octobre 2021. Et c'est là que tout a enclenché. C'est archi dangereux. C'est dangereux. C'est pas sécurisé ici. Conscient des risques que la rivière des Pères fait peser sur la population, le maire Pierre Autain a tenu à exprimer son soutien aux habitants. Face aux inquiétudes grandissantes et aux difficultés de circulation récurrentes, il s'est mobilisé pour faire entendre la voix des riverains et appuyer les démarches visant à sécuriser durablement la zone. Écoutez, les riverains attendent cet ouvrage depuis très longtemps parce qu'à chaque crue de la rivière, ce sont des problèmes de sécurité qui se posent. C'est-à-dire que le médecin ne peut pas aller soigner ses patients. La mère de famille ne peut pas aller chercher son enfant qui fait de la fièvre à la crèche. Mais c'est aussi le Tour des Yoles qui a été bloqué aux prêcheurs pendant plusieurs jours à cause de crues de la rivière des Pères. Donc c'est toute une population qui est prise en otage au XXIe siècle par une rivière qui déborde. Une réalisation complexe. Pour faire face aux défis techniques, l'ouvrage prendra en compte l'existant. Il devrait aussi permettre une meilleure circulation. Donc c'est un pont de plus de 30 mètres de long avec des accès de part et d'autre qui font 30 mètres chacun. Le pont sera surélevé par rapport au pont actuel, le gué actuel, donc le pont sera à plus de 3 mètres. Dans son coût total 2,5 millions, avec une durée d'exécution de 6 mois. Les travaux ont débuté le 29 septembre pour une durée de 6 mois. Du côté de la CTM, l'heure est au développement dans le nord de l'île. Serge Letchimy en profite pour rappeler aux acteurs privés leur manque d'engagement. Du moment qu'on mettra en place le viaduc sera à un niveau suffisamment élevé pour qu'en cas d'inondation, qu'il n'y ait pas de perturbation de la circulation. Donc ce qui pourront gagner les habitants, c'est une non-rupture de circulation. Il faut qu'on change de mode de financement des équipements structurants publics. Je pense que le secteur privé ne s'implique pas, ou pratiquement pas, sur les infrastructures économiques ou routières de manière dynamique. Une dynamique appelée à se poursuivre dans les années à venir avec un pont de 200 mètres qui apportera une solution définitive à ce problème. Quand innovation locale et égalité des chances se rencontrent, le Martinicathon organisé par GFA Caraïbes et l'ONG Women in Tech France se tiendra jeudi et vendredi. On en parle avec la responsable système d'information de GFA Caraïbes. Sylvie Maisonneuve, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, ce Martinicathon, jeudi et vendredi, concrètement déjà, pour celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'un Martinicathon ? Qu'est-ce qu'un hackathon surtout ? Voilà, donc un hackathon, c'est un rassemblement sur un ou plusieurs jours d'un ensemble de personnes qui vont réfléchir pour chercher des solutions innovantes à des problématiques. Et donc jeudi et vendredi, on aura 50 étudiants venus de divers établissements de l'île, 10 mentors, et qui vont donc réfléchir à des projets innovants pour le territoire, c'est ça ? Exactement. Donc pendant ces 2 jours, ils seront par groupe de 5, avec des filles et des garçons, parce qu'il était important pour nous, et notamment aussi Women in Tech, d'intégrer ces jeunes filles dans ce processus et dans ces réflexions. Et donc voilà, pendant ces quelques jours, ils vont se projeter en tant qu'acteurs, en tant que bâtisseurs de la Martinique de demain. Donc, avec possiblement des projets très intéressants, possiblement réalistes aussi, qui pourraient voir le jour. Quel sera l'accompagnement après ces 2 jours ? Alors, pour l'instant, c'est surtout de faire accoucher ces projets. Ils seront accompagnés de mentors qui, eux, ont suivi exactement ce même processus. Donc, ces mentors, ce sont des chefs de projet, des chefs d'entreprise aujourd'hui, qui un jour ont eu une idée et qui ont monté leur entreprise. Donc voilà, on aura des femmes et des hommes qui viennent de nos territoires, Guadeloupe et Martinique, qui aideront ces jeunes à se projeter et qui leur montreront que oui, avec simplement une idée, on peut fonder une entreprise. Et vous l'avez dit, avec cette particularité qu'il y aura forcément des femmes dans chaque
équipe. C'était une volonté d'intégrer les jeunes femmes dans ce type de projet scientifique, technologique. On le sait, ce sont des filières qui souvent sont plutôt masculines. C'est une volonté pour GFA Caraïbes et Women in Tech d'intégrer ces jeunes femmes dans ces projets. Exactement, vous avez vu, enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, les femmes intègrent peu ces filières et pourtant, on a besoin, la Martinique a besoin de nous tous. Les femmes aujourd'hui, c'est plus de 50% de la population. On ne peut pas se passer de cette force, de cette créativité. Et il faut donc embarquer tout le monde, embarquer tous ces jeunes femmes et ces jeunes hommes et leur montrer que oui, voilà, vous pouvez être acteur et voilà, et la mise en œuvre, ça sera lors de ce Martinicathon. On a parlé de 50 étudiants, ce sont des lycéens, des étudiants post-bac? Alors il y aura essentiellement des lycéens, mais il y aura aussi des étudiants post-bac. Donc les plus jeunes auront 17 ans jusqu'à 21-22 ans. Une dernière question par rapport au thème choisi. On parle de développement durable, d'inclusion numérique, d'accessibilité. Comment ces thèmes ont-ils été retenus ? Alors, les thèmes retenus sont tous des thèmes qui concernent les problématiques de la Martinique. Donc voilà, on cherche des solutions pour ces problématiques et on va voir ce qui va sortir de toute cette effusion d'idées, de cette jeunesse, de ce dynamisme. Et on va voir quelles solutions ils vont pouvoir mettre en œuvre et imaginer pour nous. Et quel intérêt pour GFA ce type d'événement ? Alors, GFA est une entreprise qui est très impliquée sur ces territoires et elle cherche à s'investir auprès des jeunes et donc c'est naturellement qu'on a mis en place ce type d'événement. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Maisonneuve. On prendra évidemment beaucoup de plaisir également à suivre ces projets de ces 50 étudiants qui vont participer au Martinicathon ce jeudi et ce vendredi. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup. Penchons-nous à présent sur la 10e édition des rendez-vous de l'Union régionale des associations et organismes sanitaires et sociaux de Martinique. Rassemblés autour de la thématique « Les métiers de la relation d'aide et du soin face au risque de perte de sens », les professionnels ont pu échanger aujourd'hui à l'IMS. Ils sont une centaine à avoir participé à des tables rondes et débats. Les précisions face à la caméra de Louise Sabas. Depuis un certain nombre d'années, et ça s'est notamment accru depuis la crise Covid, avec ce qu'on a appelé la crise de l'attractivité des métiers, donc des départs importants donc de professionnels qui exerçaient dans le secteur, et aussi une diminution donc des entrées en formation, ce qui impacte par voie de conséquence une diminution des professionnels, des employeurs, donc associations, souvent en l'occurrence, qui ont de plus en plus de mal à recruter. Ça concerne à la fois le soin, tout le volet sanitaire, mais aussi le travail social. Que ce sont des secteurs sur lesquels il y a le plus de risques psychosociaux, par exemple. Et puis, on est aussi dans un contexte qui est extrêmement mouvant, dans lequel à la fois les organisations et parfois les professionnels ont un petit peu de mal à s'y retrouver. Donc mouvant pour plein de raisons. Quand on évoque la question des politiques publiques, aujourd'hui, on est dans un contexte où on voit bien qu'il n'y a... En tout cas, que les lignes directrices sont beaucoup plus floues. La question aussi des moyens, la question de la solitude aussi parfois dans ces métiers, et puis l'évolution aussi des publics. L'évolution des publics, donc ce sont tous ces éléments qui questionnent en tout cas le sens et qui mettent parfois à mal les professionnels. Place au sport avec les quarts de finale de la Coupe de France en football. C'est la poule A qui ouvre ce tour de coupe ce soir à 20h avec le choc entre le leader du championnat, le club colonial, et le champion en titre, le RC Saint-Joseph. Une affiche alléchante qui se déroulera au stade Louis-Achille. Toujours ce soir, l'autre match de la poule A opposera l'Espoir au CS Casse-Pilote à Sainte-Luce. Et puis les rencontres de la poule B, elles, auront lieu demain. Nous y reviendrons. En futsal, on jouait le week-end dernier la 4e journée du championnat. Femmes recevait le FC Floréal et au terme d'une rencontre dans un premier temps équilibré, ce sont finalement les Saléens qui s'imposent 9-5. Récit du match, Karil Chassol et Marc Michel. Il ne fallait pas être en retard dimanche après-midi à Corridon.
Dès la 4e minute, le FC Floréal ouvre la marque suite à cette frappe de Philippe Clerville. 3 minutes plus tard, Fam égalise par l'intermédiaire de Jean-Béa Lipierre. Les deux hommes inscrivent un nouveau but. Le score est de 2 partout. Ici, le match est jusqu'alors équilibré. La fin de la première mi-temps tourne clairement à l'avantage des Saléens. Ils scorent à 2 reprises par Johnson Désir et Jean-Béa Lipierre. À la pause, Fam mène 4-2. Au retour des vestiaires, les protégés de Guinel-Mongin enfoncent le clou grâce à une réalisation de Josué Belma. Fam mène 5-2. Un large score qui entraîne un relâchement chez les Saléens. Résultat, les Foyalais inscrivent 3 buts et égalisent à 5 partout. Mais Fam réagit, reprend le jeu à son compte et marque à 4 reprises, notamment par Jean-Béa Lipierre qui s'offre un quadruplé. Les Saléens s'imposent au final sur le score de 9-5. On a su faire preuve de maîtrise malgré on a mené rapidement au score. On s'est fait rejoindre, mais on a su garder quand même la tête froide, rester concentré. Et puis pour à la fin, pour les punir avec les dernières occasions qu'on a eues, on a réussi à les concrétiser. Donc c'est super pour nous. Cette 4e journée du championnat a une nouvelle fois été marquée par le score fleuve du leader, la Relève Lamantinoise, face au FC Saléen. Victoire également de Mahon Futsal, du Club Péléen, du Lac 212 et de Caribbean Osmose. Au classement, le champion en titre, la Relève Lamantinoise, est co-leader avec Mahon Futsal. Fam suit à 2 points et le Club Péléen est au pied du podium à 3 points du leader. Arrive ensuite Casablanca FC et le FC Floréal. En deuxième partie de tableau, on retrouve le FC Saléen, le Golden Lion et la Lanterne Rouge, GIF. Et comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au lycée Victor Schellcher de 8h à 13h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 17h30. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce mardi 14 octobre. La préfecture lance une campagne de sensibilisation contre la circulation d'armes sur le territoire. Alors que l'on dénombre déjà 25 homicides par arme à feu depuis le début de l'année, les autorités font appel au comportement citoyen de la population. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.